Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons poursuivre notre voyage en algèbre linéaire. Après avoir vu les familles libres et génératrices, nous allons maintenant nous intéresser aux bases. Alors, les notations seront les mêmes. Nous appellerons E un K espace vectoriel et nous allons appeler UI une famille de vecteurs de E. Donc je vous rappelle, c'est U1, U2, UN, une famille numérotée de vecteurs qui est éventuellement infinie. Et donc, une base, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une famille qui est génératrice. Donc tout élément de E est une combinaison linéaire des éléments de UI et qui est libre. Alors je vous rappelle la définition de libre. Si on peut écrire le vecteur nul comme une combinaison linéaire des UI, eh bien la seule façon de le faire, c'était de prendre tous les coefficients qui étaient égaux à 0. Donc une famille libre est également une famille qui n'est pas liée, je vous rappelle, c'est-à-dire qu'un des vecteurs UI ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire des autres. Donc si vous n'êtes pas familier avec ces notations, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur les familles libres et génératrices, et c'est pas bien. Enfin, si vous connaissez déjà, ok, très bien. Mais sinon, allez vite la voir, parce que ça va vous manquer, là. Je vous le dis clairement, ça va être dur à suivre sinon. Ok, donc voilà ce que c'est qu'une base. Donc regardons tout de suite des exemples visuels. Dans le plan, par exemple, ces deux vecteurs roses, là, ils forment une base. Alors c'est vrai que d'habitude, on se dit, non, mais une base, c'est peut-être pas plutôt de 0 à 1 et dans ce sens-là et dans ce sens-là. Certes, mais voilà une famille qui est libre. D'accord, les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Hein. Et elle est génératrice parce qu'on peut imaginer que n'importe quel vecteur, on peut le repérer sur un axe comme ça et sur un axe comme ça. Hein. Et donc avec des coordonnées comme ça, on peut faire tous les vecteurs. Comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, je ne vais pas m'attarder. Et alors maintenant, si on prend dans l'espace dans lequel on vit, qu'est-ce que c'est qu'une base? Il faut trois vecteurs qui ne soient pas dans un même plan. Voilà, je vous ai fait un dessin. Hein. D'accord, trois vecteurs qui ne soient pas coplanaires, eh bien ça va former une base de notre espace. Alors, qu'en est-il dans des ensembles peut-être un peu plus compliqués, les espaces vectoriels un peu plus complexes? Commençons, quel hasard, par l'ensemble des nombres complexes. Eh bien, si on prend l'ensemble des nombres complexes, donc qui est un R espace vectoriel, comme on le savait, eh bien, je prétends que le couple 1i est une base. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça signifie ça? Reprenons la définition. Ça veut dire que tout élément Z dans les nombres complexes est dans une combinaison linéaire de 1i. Bah oui, c'est la définition. Un nom complexe, ça peut s'écrire A plus IB. Et donc, dire ça, voilà, ça veut dire que la famille A fois 1 plus I fois B est génératrice. Okay, et puis, comme vous le savez bien, si un nom complexe est nul, ça veut dire que sa partie réelle et sa partie imaginaire valent 0. Donc, ça veut dire que la famille est libre. Pas de nouveauté là-dedans. Là, j'ai pris la base normale, donc pas compliqué. Ok, un autre exemple. Si nous prenons maintenant les n-uplets d'éléments de K. Donc K puissance n. Donc c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent x1, x2, x3, x4 jusqu'à xn, où tous ces xi sont des éléments du corps K, des scalaires. Ok. Eh bien alors, qu'est-ce que je peux faire comme base? Il y a une base très simple qui s'appelle la base canonique et qui donc est formée de la famille suivante. E1, c'est avec un 1 au début et que des 0. E2, c'est 0, 1, que des 0, et ainsi de suite. Hein. EK, c'est que des 0 jusqu'au rang K, 1, 1, et après que des 0. Voilà, jusqu'à EN, donc où il y a le 1 à la fin. Eh bien, forcément, n'importe quel n-uplet de nombre qui s'écrirait x1, x2, x3, jusqu'à xn, c'est x1 fois E1, plus x2 fois E2, plus x3 fois E3, ainsi de suite, plus xn fois En, et donc, c'est bien une famille génératrice. De même, c'est facile de voir qu'elle est libre, parce qu'aucun de... Vous voyez, une combinaison linéaire, par exemple, des n-1 premiers, ils ont tous des 0 à la fin. Donc une combinaison linéaire de 2, ça se termine par 0, ça ne pourra pas faire le dernier. Donc c'est une famille libre. Ok, donc voilà, je vous l'ai dessiné dans R3, c'est la base IJK que vous avez appris depuis tout le temps. C'est en fait la base canonique, dites donc. On a pris un nouveau mot. Ok, et bien là où ça fait marrant, c'est que on avait vu le plan avec la base IJ. L'espace, la base IJK. En dimension 4, c'est quoi une base? Pas de problème, c'est ça. C'est 1, 0, 0, 0, il y a 4 coordonnées. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, et le dernier 0, 0, 1. L'avantage de ce formalisme mathématique, là, on voit un vecteur comme un ensemble de coordonnées, du coup, dimension 4, c'est 4 coordonnées, dimension 5, c'est 5 coordonnées, ainsi de suite. Vous voyez, on peut imaginer des espaces bien plus délirants que ce qu'on connaît jusqu'à présent, même si on n'a aucune idée de à quoi ça peut ressembler. Hein. Ok. Alors, prenons donc un autre exemple, maintenant, MNP de K. Alors, ceci désigne l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes. Alors, une matrice, c'est quoi? Bien simplement un tableau de nombres, un tableau d'éléments, donc un nombre, c'est un élément de K. Hein. Ça peut être R, C, Q, enfin bref. Donc voilà un tableau d'éléments de K, comme ça, à n lignes et p colonnes. Et donc, eh bien, en fait, c'est comme si c'était un n-uplet, sauf qu'il y en a n fois p, hein, n lignes p colonnes.
on les écrit en tableau plutôt qu'écrire en ligne, mais la base canonique c'est la même, c'est-à-dire c'est des zéros partout, sauf un 1 à un endroit. Alors pour repérer où est le 1, ben, il faut dire sur quelle ligne il est, K, et sur quelle colonne il est, L. Et donc celui-là, on l'appelle EKL. Waouh, quelle idée quoi. Très bien, donc ça voilà la base canonique de l'ensemble des matrices, de l'espace vectoriel des matrices. Ok, alors un autre exemple. Prenons les polynômes. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme? Rappelez-vous, si vous avez déjà vu la vidéo que j'ai faite ou si vous connaissez déjà, un polynôme, bah, finalement, c'est une somme de coefficients, comme ça, à n avec une certaine puissance xn. Okay, et c'est une somme finie, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite parenthèse. Là, ça veut dire que la suite an est une suite presque nulle. Je fais des rappels. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez y retourner la voir. J'explique bien tout ça. C'est-à-dire, en fait, c'est une suite de coefficients où tous valent 0 sauf un nombre fini. Hein, puisque une combinaison linéaire de xn, c'est une somme donc de multiples de ces éléments-là, mais une somme finie. Une combinaison linéaire, on n'insiste jamais assez là-dessus, c'est toujours une somme finie. Il n'y a pas d'histoire de convergence, de quoi que ce soit. Donc, les polynômes, si vous voyez ce que c'est, en fait, c'est la même chose de dire que la famille xn ici est génératrice. Ça veut dire que tout élément s'écrit comme une somme des an xn ou une somme finie des an xn. Oui. Voilà, on peut le dire comme ça. Et comme vous le savez, si je prends un polynôme nul, le polynôme qui vaut 0, ça veut dire que tous ses coefficients sont 0, donc c'est bien une famille libre, et donc c'est bien une base de l'ensemble des polynômes. Alors pour finir, on va faire un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a des chances que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, vous le connaissiez déjà. Alors prenons l'espace des fractions rationnelles à coefficients complexes. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent un polynôme sur un polynôme. Alors, vous allez me dire, mais il n'est pas à coefficient complexe. Si, si, 8 c'est un nombre complexe. C'est pas le plus compliqué du monde, mais 8 est un nombre complexe, donc voilà. Et donc on divise par un polynôme divisé par un polynôme, ok. Et quelle est la base de ça? Alors là, c'est compliqué. Il y a tous les polynômes, parce qu'un polynôme divisé par 1, c'est une fraction rationnelle, ok. Donc il y a tous les x, il y a tout cela, ça c'est sûr, parce que tous les polynômes sont inclus dedans. Mais il y a quoi d'autre? Ben, il y a 1 sur x. Il y a 1 sur x plus 1, il y a 1 sur x au carré, il y a 1 sur x au carré plus 1 peut-être. Vous voyez, c'est compliqué là. Alors, il y a un théorème que vous connaissez peut-être déjà, qui dit qu'on peut décomposer n'importe quelle fraction rationnelle à coefficient complexe en un polynôme et une somme de fractions rationnelles dites simples, qu'on appelle des éléments simples. Alors, si vous savez le faire, tiens, essayez de le faire, c'est un bon exercice. Si vous n'avez jamais vu ça, je vous donne la réponse. En fait, on peut prouver que ce gros truc-là peut se décomposer dans cette somme-là, qui n'a pas l'air forcément plus simple comme ça, mais qui quand même l'est. Donc c'est un polynôme plus une constante sur x-1, une constante sur x-1 au carré, une constante sur x-i, une constante sur x plus i. Ok? Eh bien, le théorème de décomposition en éléments simples, il dit que, exactement, qu'une base de c puissance x, eh bien, c'est l'ensemble des polynômes, ok, ça c'est pour le début, plus des choses qui s'écrivent 1 sur x-a puissance p, donc a est un nombre complexe quelconque, et p est un entier non nul. Voilà, prenez toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les éléments simples, eh bien, toute fraction rationnelle est combinaison linéaire d'éléments simples. Voilà. Donc là, pourquoi on a pris les nombres complexes? Parce que figurez-vous que sur les nombres réels, il y a aussi une décomposition, mais elle est plus compliquée. Il y a encore plus d'éléments à rajouter pour une base, donc curieusement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, avec les nombres complexes, c'est plus simple. Ok, donc voilà pour les exemples, j'espère que ça vous parle un petit peu. Vous voyez, dans l'espace vectoriel, les bases, c'est vraiment les éléments qui permettent de décrire tous les autres éléments du vecteur avec, de façon unique. C'est surtout ça qui est intéressant. Alors, donc prenons une base, E1, E2, En de un espace E. Imaginons que ça existe, dans cet espace, il y a une base E. Voilà. Eh bien donc, un vecteur U, s'il s'écrit avec les éléments xi, somme des xi ei, d'accord, c'est sûr qu'on peut y arriver, parce que la famille E1, E2, N est une famille génératrice. Donc il existe des éléments xi, tels que U s'écrivent comme ça. Eh bien, on dit que les nombres x1, x2, xn sont les coordonnées de U dans la base E1, E2, En. Alors pour vous montrer que ce n'est pas si simple que ça pourrait paraître, c'est que j'ai choisi mes deux vecteurs roses comme base E1, E2. Voilà E1, voilà E2. Donc forcément les coordonnées de E1, c'est 1, 0, puisque c'est 1 fois E1 plus 0 fois E2. Les coordonnées de E2, c'est 0 fois E1 plus 1 fois E2, donc c'est 0, 1. Donc vous voyez, comme quoi il faut se méfier, parce que comme on est trop habitué aux bases canoniques de notre quadrillage, la première fois qu'on voit cette diapo, on se dit, bon, là il y a une erreur. Là, ça c'est 3, 2, c'est pas 1, 0. Mais si je prends cette base
là comme repère, d'accord, là de rose, bah, c'est 1, 0 pour elle, 0, 1 pour l'autre. Et néanmoins, n'importe quel vecteur, là comme le orange, je peux lui donner des coordonnées dans cette base-là. Si on regarde bien, donc pour faire le orange, bah, je peux partir de là, et hop, je monte, poum, poum, c'est-à-dire je fais 2 fois ce vecteur-là, donc une fois celui-là, plus 2 fois celui-là, ça fait donc les coordonnées E1 plus 2E2, les coordonnées 1, 2, me permettent de trouver le vecteur orange. Et n'importe quel vecteur du plan, je peux l'exprimer avec ces vecteurs-là. D'accord? Parce que rappelons-nous, donc une base, c'est une famille qui est génératrice, ça signifie que chaque vecteur a ses coordonnées, mais c'est aussi une famille libre. Et ça signifie que les coordonnées sont uniques. Il ne peut pas y avoir plusieurs coordonnées qui arrivent au même endroit. Et donc, finalement, se donner une base, c'est vraiment le truc important à comprendre, c'est se donner une base, c'est pareil que de se donner un système de coordonnées qui permet de repérer tous les vecteurs. Et au final, que ce soit des polynômes, que ce soit des matrices ou n'importe quoi, une fois qu'on a une base, en fait, on peut faire comme si c'était des coordonnées. Ok? Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ça, important à comprendre. Maintenant, un petit peu de théorie, parce qu'il y a un théorème que j'aimerais bien pouvoir montrer, et on va avoir besoin de ce petit résultat préliminaire pour ça. Alors, donc, caractérisation, c'est-à-dire que je veux trouver des critères pour pouvoir reconnaître une base. D'accord? Alors, si je pars d'une famille génératrice, à quelles conditions c'est une base? Eh bien, ce que je prétends, c'est que ce sera une base si c'est une famille génératrice minimale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une famille génératrice minimale? Eh bien, c'est une famille génératrice dans laquelle on ne peut pas enlever un vecteur et que ça reste minimal. D'accord? Donc, voilà, minimal, ça veut dire en ce sens-là. C'est-à-dire que même s'il y a un nombre infini de vecteurs, eh bien, je ne peux pas en enlever un pour que ça reste une famille génératrice. OK? Dès qu'il y a un vecteur qui sont là, la famille n'est plus génératrice. OK? Et une autre caractérisation à partir d'une famille libre maintenant, eh bien, UI est une famille, est une base si c'est une famille libre maximale. Donc, libre maximale, ça veut dire que si j'ajoute un vecteur, ce n'est plus libre. Voilà. Donc, une famille libre telle qu'on ne peut pas rajouter de vecteur et que ça reste une famille libre, c'est ce qu'on appelle une famille libre maximale. Très bien. Alors, pour démontrer ça, je vais avoir besoin du raisonnement, d'un raisonnement qu'on a vu dans les vidéos précédentes et que je vais redétailler. Néanmoins, avant, pour se rappeler, il est important de bien se rappeler qu'est-ce que c'est. Parce qu'effectivement, on pourrait se demander, tiens, ce ne serait pas libre minimale, génératrice maximale, comment on fait pour, pourquoi, vous voyez, se rappeler les mots. Et bien en fait, libre minimale, ça n'a pas de sens. Parce qu'une famille libre, rappelez-vous, si on enlève un vecteur, ça reste une famille libre. Sauf si on n'avait qu'un, hein, parce que le vecteur nul, c'est pas libre. Mais si on avait 3 vecteurs qui sont libres, on enlève un, les 2 qui restent, forment une famille libre. Une sous-famille d'une famille libre, elle est libre. Donc, libre minimale, ça n'a pas de sens. Pareil, génératrice maximale, ça n'a pas de sens. Sauf c'est tous les vecteurs de l'ensemble, de l'espace. Parce qu'une famille génératrice, si on rajoute des vecteurs, ça reste une famille génératrice. Hein, rappelez-vous, une surfamille d'une famille génératrice, c'est une famille génératrice. Ok? Et ce qu'on avait dit donc dans la précédente vidéo sur les familles génératrices et libres, et qui est très important pour la preuve, c'est que si en plus on est une surfamille d'une famille génératrice, on n'est pas libre. Rappelez-vous. Parce que si j'ai déjà une famille génératrice, n'importe quel vecteur est combinaison linéaire de cela. Donc si je le rajoute, ça fait une famille liée. D'accord? Donc rappelons-nous de ça pour la première preuve. Supposons que la famille donc UI pour I appartenant à I est une famille génératrice donc, de notre ensemble. Alors, donc si elle n'est pas minimale, c'est une surfamille d'une famille génératrice. Hein, parce que c'est-à-dire que je peux en rajouter, d'accord? Si elle n'est pas, je peux en enlever, si elle n'est pas minimale, et j'obtiens encore une famille génératrice. Donc c'est que ma famille du début était une famille qui contenait une famille génératrice. D'accord? Mais donc à ce moment-là, d'après ce que je viens de vous expliquer, si on est une famille génératrice, on est une surfamille d'une famille génératrice, on ne peut pas être libre. Autrement dit, si on n'est pas minimal, on n'est pas libre. Alors, pas minimal implique pas libre, contraposé, si on est libre, on est minimal. Ok? Hein, vous vous rappelez, le noix implique non B, vous avez déjà vu, c'est pratique pour montrer que B implique 1. Donc si la famille UI est libre, elle est minimale. Maintenant, dans l'autre sens, si UI n'est pas libre, ok, admettons, UI n'est pas libre, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vecteur qui est combinaison linéaire des autres. Hein, la famille est liée. Ok? À ce moment-là, je l'enlève celui-là. J'obtiens encore une famille génératrice. Parce que si ma famille totale avec V, là, qui est combinaison linéaire des autres, est génératrice, vu que je peux faire V avec ce qui reste, je peux faire tout le monde avec ce qui reste. D'accord? Et donc ma famille n'est pas minimale, parce que je peux enlever un vecteur et qui reste génératrice.
Et donc au final, si elle n'est pas libre, elle n'est pas minimale. Donc si elle est minimale, c'est qu'elle est libre. Et donc je viens de montrer l'équivalence. Si je pars d'une famille génératrice, dire qu'elle est libre est équivalent à dire qu'elle est minimale. Autrement dit, si je pars d'une famille génératrice, dire qu'elle est libre, c'est dire que c'est une base. Et donc, si je suis une base, je suis une famille génératrice minimale. Ok, dans l'autre sens maintenant. Supposons que UI est une famille libre. Le raisonnement est tout à fait symétrique de celui qu'on vient de faire. Essayez donc de mettre sur pause et de le faire vous-même pour voir. C'est un bon exercice. Si vous n'y arrivez pas, eh ben vous aurez la correction après. Ok? C'est bon, personne n'a triché? Allez, allons-y. Donc supposons que ma famille UI est libre. Eh bien, je vais supposer d'abord qu'elle n'est pas maximale. Ok, c'est-à-dire que je peux rajouter un vecteur, hop, et ça reste libre. D'accord? Et donc, c'est une sous-famille de la famille où j'ai rajouté un vecteur. Donc c'est une sous-famille d'une famille libre. Ok? Donc, elle n'est pas génératrice. Hein? Rappelez-vous ce qu'on a expliqué dans la dernière fois. Une sous-famille d'une famille libre ne peut pas être une famille génératrice parce qu'elle ne peut pas générer le vecteur quand je rajoute et que ça reste libre. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais je l'ai bien expliqué la précédente. Hein. Une sous-famille d'une famille libre ne peut pas être génératrice. Donc si elle n'est pas génératrice, c'est qu'elle n'est pas maximale. Donc, enfin, si elle est si elle n'est pas maximale, je veux dire, elle n'est pas génératrice. Donc si elle est génératrice, elle est maximale. Ok. Donc maintenant, pour finir, si UI n'est pas génératrice, donc ça veut dire qu'il y a un vecteur qui n'est pas combinaison linéaire des UI. D'accord? Ça veut dire ça, pas génératrice. Hein. Parce que si tout le monde est combinaison linéaire des UI, c'est qu'elle est génératrice. Donc très bien. Donc voilà, donc il y en a un qui n'est pas dedans. Si je le rajoute à lui, hop, eh bien, j'obtiens donc encore une famille libre, parce que lui, il n'est pas combinaison linéaire des autres, les autres ne sont pas combinaison linéaire entre eux, parce que c'est une famille libre. Donc j'obtiens encore une famille libre plus grande que la famille du début. Donc UI n'était pas maximale. Donc si elle n'est pas génératrice, elle n'est pas maximale. Donc si elle est maximale, elle est génératrice. Et donc, le bilan de tout ça, une fois de plus, c'est que si je pars d'une famille libre, à quelles conditions elle est génératrice, donc à quelles conditions c'est une base, c'est seulement si elle est maximale. Et donc une base, c'est exactement une famille libre maximale. Ok, ouf, on est content d'en être arrivé au bout. Ce théorème en soi n'est pas super important. Par contre, il va nous servir à démontrer le théorème suivant, qui lui est super important, qui s'appelle le théorème de la base incomplète. Donc il faut bien avoir une image en tête de ce truc-là. Qu'est-ce que ça signifie? Alors prenons deux entiers quelconques. On suppose que dans mon espace vectoriel E, il y a une famille de vecteurs V1, V2, Vn qui est génératrice. Bon, ok, donc ce n'est pas tous les espaces vectoriels, ce n'est pas les polynômes par exemple. Hein, voilà. Bon. On verra dans la vidéo prochaine qu'on appelle ça les espaces vectoriels de dimension finie, mais il ne faut pas trop spoiler non plus. Imaginons donc qu'il y a une famille génératrice V1, V2, Vn. Ok. Eh bien si je prends une famille libre n'importe comment dedans, U1, U2, U3, une famille libre de ça, eh bien, je peux rajouter des vecteurs de la famille VI pour à la fin obtenir une base de tout l'espace. Ok? Alors pourquoi ça s'appelle la base incomplète? Parce qu'en fait, les vecteurs U1, E2, E3 de ma famille libre, je peux les voir comme une base de quoi? De vectes de U1, E2, E3. Vous voyez, parce que forcément, ça devient générateur de vectes de U1, U2, E3. Et comme c'est une famille libre, ça devient une famille libre et génératrice de cet espace-là. Donc, en fait, une famille libre, on peut voir ça comme une base d'un sous-espace de mon espace total, vous voyez. Donc j'ai une petite base là, eh ben, je peux la compléter en une base de tout l'espace. Hein, si j'ai un petit espace inclus dans le gros, je peux prendre une base du petit et compléter par des vecteurs du gros pour obtenir une base du gros. C'est exactement ça le théorème de la base incomplète. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va l'utiliser après à tour de bras. Hein. Ok, donc alors comment on fait la preuve de ce truc là? Donc voilà, c'est une famille libre, je peux choisir des éléments d'une famille génératrice pour obtenir une base 2. Alors on va faire de façon algorithmique. On y va, on commence, on prend L égale donc l'ensemble des UI, ma famille libre. Alors, si la famille est génératrice, j'ai fini. Il n'y a rien besoin de rajouter. Ok, super, base incomplète, elle était déjà une base, elle n'était pas incomplète. Pas très intéressant. Alors, soit, ok, elle n'est pas génératrice. Très bien. Donc, ce n'est pas une base. Donc, ma famille libre n'est pas une base. Donc, rappelez-vous, une base, c'est une famille libre maximale. Si ce n'est pas une base, c'est qu'elle n'est pas maximale. Donc, il existe un vecteur, d'accord, tel que je rajoute ce vecteur à la famille libre du début, et ça reste libre. D'accord? Alors, donc ensuite, voilà, donc je prends un vecteur de ma famille VI, et vous allez me dire, bon, très bien, mais alors pourquoi c'est sûr que c'est dans la famille VI? Parce qu'en fait, la famille VI, elle est génératrice. Donc si, à chaque fois que j'ajoutais un vecteur de la famille VI, L union V n'était pas libre, ça veut dire que V serait combinaison linéaire des éléments de L. Mais si tous les éléments de V sont combinaisons linéaires des éléments de L, vu que la famille V est génératrice, c'est que tous les vecteurs au début étaient combinaisons linéaires de la famille L.
d'accord? Mais elle n'est pas génératrice, donc forcément, ce n'est pas le cas. Donc comme il y a un vecteur qui n'est pas dedans, bah, il y a même un vecteur DVI qui n'est pas dedans. Et donc je le rajoute, et L union V devient libre. Ok? Ma famille qui n'était pas maximale, je rajoute un vecteur de V, hop, elle reste libre. Très bien. Et bien maintenant, je recommence. Soit ce que j'obtiens, c'est générateur, je recommence avec L union V. Si elle est génératrice, tout va bien, j'ai complété en rajoutant un vecteur. Si elle ne l'est pas, eh ben, elle n'est pas maximale. Donc on peut trouver un vecteur dans l'ensemble qu'on peut rajouter et que ça reste libre. Donc d'après le raisonnement que je vous ai dit, on peut le choisir parmi les V1, V2, Vn parce qu'ils sont une famille génératrice. On le rajoute. Soit ça devient une famille génératrice, on a fini, soit on recommence. Et comme il n'y en a qu'un nombre fini des V1, V2, Vn, au bout d'un moment, on va s'arrêter. Ok? Parce que au pire, quand on les a tous rajoutés, bah, on obtient bien une famille génératrice, puisque c'était une famille génératrice à la base. Et voilà. Donc ceci permet de compléter la preuve de ce théorème qui va nous servir dans beaucoup de choses par la suite. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir suivi. C'est tout pour aujourd'hui. On a vu donc des choses très intéressantes sur les bases. Enfin en tout cas j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous aura donné envie d'en savoir plus et donc d'enchaîner sur la vidéo qui concerne la dimension. Merci beaucoup et à bientôt.